Pourquoi est-ce que l'on croit aux films que l'on regarde? Non parce qu'on arrive à apprécier Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, tout en sachant par exemple que les pouvoirs magiques n'existent pas. On peut être triste que Jack meure à la fin de Titanic, tout en sachant tout de même que Leonardo DiCaprio est bien vivant. C'est bizarre cette crédulité dont on veut bien faire preuve face à un film. La suspension consentie de l'incrédulité est un mécanisme qui est à la base de notre appréciation des histoires racontées, et donc du cinéma. L'expression peut sembler un peu lourde, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle désigne le fait de suspendre son incrédulité, donc de devenir crédule, et ce de manière consentie. Ça veut dire que l'on augmente volontairement sa propre disposition à croire ce qu'on nous raconte. Écoutez, je dis pas que je crois pas votre histoire, peut-être que je la crois, mais je la crois pas. Le temps d'un film, donc, on suspend volontairement son incrédulité, c'est-à-dire que l'on accepte de vivre la fiction comme si il s'agissait de la réalité, afin de mieux ressentir les situations et les événements. On peut voir ça comme une sorte de contrat implicite entre l'auteur et le spectateur. Si l'auteur intègre assez d'intérêt et de vraisemblance à son récit, alors le spectateur consent à se laisser bercer et la suspension d'incrédulité se met à l'œuvre. Et c'est dans cela que cette suspension est consentie. Le spectateur accepte alors de se laisser mentir pour son propre divertissement, et ce malgré sa conscience évidente de la dimension fictive de ce qu'il regarde. On peut résumer ça en une expression simple, mais particulièrement efficace, empruntée au philosophe Octave Manoni. Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que les acteurs jouent la comédie, mais quand même j'y crois. Je sais bien que la personne que je vois à l'écran n'est pas vraiment triste, malade ou morte, mais quand même, ça me touche. Cette suspension consentie de l'incrédulité, ce « je sais bien mais quand même », est une opération mentale qui permet d'ôter au spectateur le poids de son propre scepticisme, et donc, par ce désir d'y croire, de mieux rentrer dans le film. Alors depuis le début, je dis film, mais ce n'est pas un concept qui est propre au cinéma. Il entre en jeu dans l'appréciation des romans, du théâtre, de l'opéra, des marionnettes, et même des histoires qu'on se raconte au coin du feu. Des pratiques anciennes et que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans toutes les cultures. Si le concept, lui, n'a été nommé et théorisé qu'en 1817, il existe en réalité depuis que l'homme a commencé à bâtir des fictions. Si ce concept n'est pas culturel, ce n'est pas non plus un apprentissage. Les enfants, même très petits, ont de l'empathie pour les personnages des histoires qu'on leur raconte. Ils réagissent aux illustrations, le récit leur procure des émotions. Et il n'y a qu'à voir les réactions d'enfants face à leur premier visionnage de Star Wars, par exemple, pour se persuader que le cinéma encourage la même empathie instinctive. They just made it his father. Is this really his father? Que l'on soit enfant ou adulte, cette identification inconsciente face aux images et aux récits provoque bien de vraies émotions. Par exemple, à tout âge, lorsque la mère de Bambi se fait tuer, eh bien nous sommes tristes. C'est une succession de dessins faits à la main, sur du papier, on en a conscience, mais c'est quand même triste. Mais alors, pourquoi cette opération mentale marche-t-elle si bien ? Car même si l'effet de réalisme est semblable à ce qui se passe par exemple quand nous rêvons, on peut légitimement se demander pourquoi, lorsque nous sommes en pleine possession de nos moyens intellectuels et rationnels, cet effet marche-t-il toujours? Eh bien cela est dû en grande partie à la gestion par notre cerveau des situations paradoxales. L'univers que l'on nous présente est assez proche de la réalité pour que l'on s'identifie à lui, mais également assez différent pour créer chez nous une certaine mise en perspective. Face à ce paradoxe, le cerveau choisit ce qui est le plus facile et le plus bénéfique pour lui. Il choisit de vouloir y croire. En plus de pouvoir trouver du plaisir dans le divertissement, cela permet une certaine mise en perspective de ce mensonge, qui agit comme une réflexion, même involontaire, sur la propre vie du spectateur. Comme beaucoup de biais cognitifs, cet effet résulte de la dissonance entre ce que l'on sait et ce que l'on expérimente. Ce que l'on sait être vrai d'un côté et ce que l'on expérimente face au film de l'autre. Et comme cette expérience se fait dans un temps limité, celui du film, le spectateur peut accepter de lâcher prise temporairement, mettre ses certitudes entre parenthèses, et ainsi vivre pleinement ce moment comme un divertissement, et une réflexion sur sa propre vie. Pour résumer, on a plaisir à croire au mensonge qu'est la fiction. Et cet exercice nous est même quasiment indispensable. En tant qu'humains, nous sommes naturellement attirés et séduits par la fiction. Elle procure de la satisfaction et permet d'accéder à une partie du réel qui nous serait sinon insaisissable. Cinéma! Cinéma! Oui, je sors qui je suis! Cinéma! 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 De salle en salle et de film en
Mais revenons un peu plus précisément sur le cinéma, et sur la manière qu'il a de s'approprier cette suspension consentie de l'incrédulité. Il y a plusieurs artifices pour que le consentement fonctionne plus facilement, voire pour qu'il fonctionne tout court. Et le cinéma l'a bien compris, parce que oui, il est bénéfique que ce consentement fonctionne plus facilement. Parce que n'oublions pas que le cinéma est aussi une industrie, et donc que plus l'accomplissement d'un effet comme celui-là est rapide et efficace, et plus un film va marcher, et plus il va faire d'argent. Donc je disais, il y a plusieurs artifices, voire des ruses, qui sont parfois même à la lisière de la contrainte, pour que la dimension consentie de la suspension d'incrédulité fonctionne plus facilement. Il y a par exemple la nécessité de placer le récit dans un contexte spatio-temporel, un endroit et une époque, afin d'avoir une référence, quand bien même cette référence n'aurait rien à voir avec le monde que nous connaissons. C'est le fameux « il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine », ou plus classiquement le « il était une fois ». Cette mise en contexte contribue à ce que le spectateur délaisse ses propres connaissances au profit d'un monde qu'il va falloir accepter à mesure que l'on va apprendre à le connaître. Et c'est un véritable terreau pour l'imagination, sur lequel il va être plus facile de bâtir les fondations d'un univers et d'une histoire qui seront vraisemblables. Comme autre artifice, on peut citer l'utilisation de stéréotypes, permettant de faciliter le récit et d'éviter de devoir trop s'étendre sur les motivations et le passé du personnage. Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. Pour labelliser les personnages plus facilement et rapidement, on a donc recours à des clichés, tels que celui du méchant, de la badass, du timide, de la cruche, du riche, du pauvre, etc. À noter au passage qu'ils n'ont visuellement rien à voir avec les gens réels ayant ces caractéristiques et que l'on peut connaître dans notre monde. Cet exercice de stéréotypage nécessite cependant de ne pas confondre crédibilité et réalisme, au risque de tomber dans la catégorisation et le racisme. Non, c'était des Chinois, ça coûte moins cher. Si dans les films, les méchants ont souvent un accent allemand, cela ne dit rien de nos voisins germanophones dans la réalité. L'utilisation de ces clichés peut également avoir comme objectif d'établir un stéréotype sur l'image que renvoient certaines personnes, pour au final mieux prendre le spectateur à contre-pied et faire de ce quiproquo une matière à réfléchir. Le film Breakfast Club en est un bon exemple. L'utilisation de stéréotypes ne permet pas de faciliter la suspension d'incrédulité seulement face à l'univers du film et à son récit, mais également face à ceux qui l'incarnent, à savoir les acteurs. Je suis Jean-Pierre Mariel. Oui. L'acteur. Oui, je vois. Voilà. Bon. C'est une question que l'on ne se pose pas vraiment et pourtant, il peut paraître étonnant d'accepter de voir un même acteur dans plusieurs films. Ça pourrait nous empêcher de croire à l'histoire, ou nous empêcher de croire à cet univers qui n'est manifestement pas le nôtre, puisque les personnages sont en fait des acteurs, et font partie à la fois de notre monde et de celui du film. Et malgré ça, la magie fonctionne quand même. La suspension d'incrédulité est préservée et toujours pleinement consentie. Encore une fois, parallèlement à la caractérisation des personnages, l'utilisation des stéréotypes facilite aussi l'oubli de l'acteur au profit du personnage. Mais alors, est-ce que cela marche toujours? They've done studies, you know. 60% of the time, it works every time. À l'inverse de ces artifices mis en place pour que le consentement fonctionne plus facilement, il y a des éléments qui peuvent affaiblir la suspension d'incrédulité. Par exemple, pour que le récit et l'univers ne perdent pas leur vraisemblance, l'ajout d'un élément non crédible à l'histoire se doit d'être effectué tôt dans la narration, lorsque le spectateur est encore prêt à s'accommoder aux réalités du monde qu'il a devant les yeux. Dans le film The Mask par exemple, il apparaît relativement tôt dans le film, au bout de moins de 20 minutes, que le mystérieux masque permet la cartoonisation du personnage principal. C'est ce qui permettra également de ne pas s'étonner, à la fin du film, que le chien et le méchant peuvent eux aussi être cartoonisés. Le reste de l'univers dans lequel évolue le personnage de Jim Carrey est tout à fait semblable au nôtre, ce qui laisse une fenêtre de tir assez restreinte pour venir y incorporer du fantastique. Si le film ne faisait intervenir le masque simplement, disons, qu'au bout d'une heure, l'effet serait trop en décalage avec le monde normal que le spectateur a d'ores et déjà accepté. Ça semblerait tomber de nulle part, déconcertant. Le fait d'ajouter assez tôt un élément fantaisiste permet aussi de faire passer pour crédible un postulat loufoque, et ainsi autoriser qu'on ne le remette pas en question par la suite. On a ainsi le sentiment d'arriver dans un monde déjà en place, qui fonctionne comme il est, et dont la logique et les relations ne sont pas à remettre en question. Prenons Retour vers le futur par exemple. C'est l'histoire d'un adolescent qui a un meilleur ami. Ce meilleur ami est un physicien déchu, de 3 fois son âge, qui a des produits radioactifs sous son canapé. Jamais dans le film il n'est expliqué comment ils sont devenus amis, et pourtant ça ne dérange personne, justement parce que ce lien entre eux est placé dès l'ouverture du film. Who's his best friend? A disgraced nuclear physicist? Okay, yeah, proceed, yeah. No, just go ahead and proceed with the movie. On accepte ainsi les incohérences liées à notre monde, comme les chargeurs de pistolets avec des balles à l'infini, des punchlines placées pile poil comme il faut par le héros, la résistance aux blessures graves, voire mortelles, mais on accepte beaucoup moins les incohérences au sein du monde que l'on a devant les yeux. Ainsi, on questionne les paradoxes de voyage dans le temps,
On questionne le comportement des personnages, le comportement des espèces fictives, les gagnants de combats hypothétiques, etc. Ce qui ne serait pas crédible au quotidien l'est au sein d'un univers que l'on accepte, et dont on autorise les lois, les règles, la logique. Ainsi, les univers étendus de certaines fictions ne se font pas en toute liberté, bien qu'évoluant dans un monde imaginaire. Autre point, pour que le récit et l'univers ne perdent pas leur vraisemblance, l'esthétique du film doit assurer sa partition. Dans le cas du cinéma, le maintien de la suspension consentie de l'incrédulité ne tient pas uniquement à la qualité du récit. Il faut en effet ajouter à la vraisemblance du fond, la vraisemblance de la forme. Un récit vraisemblable aura en effet du mal à le rester s'il est porté par une esthétique et une technique approximative. Vous savez qu'un film ce n'est pas ça, mais ça. Et pourtant vous acceptez de vous laisser prendre au jeu, et vos émotions sont réelles. Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que c'est un tournage, mais quand même j'y crois. À condition que rien ne transparaisse. Les erreurs, les faux raccords, peuvent faire perdre de la solidité à la suspension d'incrédulité que le récit avait bâtie. Et donc, un micro visible dans le champ ou un technicien en arrière-plan, ça nous ramène brutalement à notre réalité, celle d'un film de fiction, écrit, tourné, joué. De même, une incohérence, par exemple anachronique, fera perdre de l'intensité à notre désir d'y croire. Quand un des éléments commence à trop perturber notre suspension d'incrédulité, il va remettre en question les autres éléments, les entraîner dans sa chute. Il suffit qu'un acteur joue beaucoup trop mal, et on commence à remarquer que les décors sont finalement assez grossiers. Ou alors il suffit d'une intrigue qui perd sa cohérence, et on remarque progressivement les mouvements de caméra, le montage, etc. Un autre élément qui peut faire vaciller la suspension d'incrédulité est le manque de constance. Si une œuvre vous répète une règle et qu'elle finit par la trahir, sans aucune justification, alors cela détruit les bases de l'univers de cette œuvre, et la suspension cesse. Le spectateur est prêt à croire à un univers fantaisiste, pour peu qu'il soit et qu'il reste cohérent avec lui-même. Mais comme pour toute règle au cinéma, ne pas la respecter n'est pas toujours signe de maladresse ou d'amateurisme. Il y a chez le cinéaste Edgar Wright, par exemple, un retard volontaire appliqué au dévoilement des règles du jeu, ou de la vraie nature du monde qui est décrit, ce qui réduit l'efficacité de la suspension d'incrédulité, mais qui a pour autre conséquence de donner au spectateur un regard plus lointain, plus observateur, et d'ainsi jouer sur l'équilibre entre acceptation et rejet. C'est ce qui donne à ces films ce sentiment latent de mal-être, ce léger décalage, assez grand pour être perturbant, mais assez faible pour garder le spectateur concerné. Autre exemple, dans Une nuit en enfer, l'incohérence dramaturgique est assumée. Le décalage avec le monde que l'on connaît n'arrive qu'au bout d'1 heure de film, mais pour le spectateur comme pour les personnages, c'est un choc de courte durée, puisqu'il faut faire avec et s'adapter au plus vite car les événements n'attendent pas, et il faut s'y confronter. Cette volonté de brusquer la suspension d'incrédulité est même soulignée par le personnage de George Clooney, qui livre un monologue qui est au final quasiment une définition du concept. Does anybody know what's going on here? I know what's going on. We got a bunch of fucking vampires out there trying to get in here and suck our fucking blood. And that's it, plain and simple. And I don't want to hear anything about, I don't believe in vampires. Because I don't fucking believe in vampires. What I believe in my own 2 eyes, and what I saw is fucking vampires. Now, do we all agree that what we are dealing with is vampires? Yes. You too, preacher? I don't believe in vampires, but I believe in what I saw. Good for you. Pour finir, je dirais qu'une triple suspension d'incrédulité est à l'œuvre au cinéma. Car en plus de donner lieu à des événements parfois loufoques, ou du moins non crédibles, tout cela est servi par des acteurs dont on connaît la vie et le métier. Et le tout est capturé par un matériel connu de la majeure partie du public, la caméra. On sait faire abstraction de ces éléments, en plus de l'histoire. On a envie de croire que les acteurs sont les personnages. Et on a envie de croire que ce qui se passe est vu à travers nos yeux et pas par le biais d'une caméra. Que les réactions et les sentiments des personnages sont authentiques. Que l'univers est bien ce qu'il prétend être. On prend plaisir à croire aux mensonges de la fiction. Il y a une sorte d'agréable fantaisie dans le fait d'être berné sans que ça prête à conséquence. Et étonnamment, ce sont les films tirés d'une histoire vraie qui se justifient le plus, qui se sentent obligés de le préciser dès le départ, comme si le manque de décalage avec la réalité allait être un frein à l'acceptation par le spectateur, comme si la trop forte crédibilité de la situation allait paradoxalement bloquer la suspension consentie de l'incrédulité et empêcher le spectateur de vraiment y croire. But this is life. This isn't a movie. Sure it is, Sid. It's all a movie. It's all one great big movie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première de ma chaîne, donc n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et merci.